Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en République démocratique du Congo, les forces armées poursuivent leur offensive pour récupérer les territoires conquis par les forces rebelles du mouvement M23 dans le nord-est du pays. Des affrontements violents qui se sont intensifiés ces derniers jours. Crise politique au Mali, l'ONU alerte et indique que la situation dans le pays reste extrêmement préoccupante et déplore l'absence de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Et puis, Coupe du Monde 2022, le recours de l'Algérie sera étudié par la FIFA le 21 avril. Sous le choc après l'élimination des Fennecs pour le Mondial Qatar 2022 à l'issue du barrage face au Cameroun, la Fédération algérienne de football avait contesté l'arbitrage lors du match. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana et 3 de ses anciens ministres qui étaient prévus ce lundi 11 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et financières a été reporté. L'ancien premier ministre et ses co-inculpés sont poursuivis dans une affaire d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Cette affaire est liée à la vente des biens de l'ancienne compagnie aérienne nationale en 2002, alors qu'il occupait le poste de ministre des Transports. En République démocratique du Congo, les combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans la région du Nord Kivu se sont intensifiés ces derniers jours. L'armée congolaise a lancé une offensive dans la région avec pour objectif de récupérer les zones conquises par les rebelles du M23 en territoire de Rutshuru notamment. Le mouvement rebelle M23 est accusé depuis novembre 2021 d'avoir attaqué plusieurs positions militaires. Le point sur la situation avec Philomentine. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est le théâtre de combat entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars M23. Plusieurs localités dans la région de Rutshuru, dans le Nord Kivu, sont maintenant sous le contrôle du mouvement M23 selon des sources locales. Ici, on note surtout l'incapacité de l'armée congolaise de prendre position sur les hauteurs des collines du Nord Kivu, à l'instar des rebelles du M23, et ce qui met les populations en souffrance. Et on se pose la question sur comment les rebelles ont pu être surarmés. Et je crois que c'est dans cet élan que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a choisi d'intégrer la communauté est-africaine pour espérer avoir une sécurité renforcée afin de sortir les populations de ces souffrances. Les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de récupérer les positions reprises par le M23 ces dernières heures. Leurs affrontements à quelques kilomètres de Rutshuru centre ont installé la psychose chez les populations. Les habitants ont fui vers l'Ouganda voisin, mais aussi dans d'autres groupements du territoire. C'est un conflit qui a trop duré et les populations payent le prix fort. Il y a en tout cas un fort soupçon du soutien rwandais aux rebelles du M23, soupçon qui a été fortement commenté ces derniers temps, tant par les dirigeants de la RDC que les dirigeants du Rwanda. C'est depuis le mercredi 6 avril dernier que l'armée de la République démocratique du Congo a lancé une offensive contre le mouvement rebelle M23. Celui-ci a été accusé par les forces armées congolaises d'avoir abattu l'hélicoptère dans lequel ont péri le 29 mars 2022 8 casques bleus de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. 1 an et demi après que l'armée a pris le pouvoir par la force au Mali, aucun progrès notable dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 n'a été observé selon des responsables des Nations Unies. El Gassim Wane, émissaire de l'ONU pour le Mali, l'affirme, la situation est extrêmement préoccupante et le massacre présumé de civils dans la ville de Moura au centre du pays en serait l'une des preuves. Ce dernier appelle au maintien de la MINUSMA et de ses troupes au Mali. Philomentine. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est penché sur la situation au Mali le jeudi 7 avril dernier. L'organe exécutif de l'ONU indique qu'il n'y a pas eu de progrès notable dans la mise en œuvre de l'accord de paix et la situation reste extrêmement préoccupante dans ce pays. Face à ces défis, il est impératif que le niveau de capacité de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et de ses troupes, soit maintenu, indique l'ONU.
La situation du pays dans son ensemble n'est pas bonne. Ce n'est pas seulement la lettre de ces gens de l'ONU qui nous ouvre les yeux sur la réalité du pays. Le contexte n'est pas favorable depuis 10 ans et s'est détérioré récemment malgré les efforts qu'on a constatés au plan sécuritaire. Même si on peut souligner une certaine amélioration, la situation sécuritaire avec la diminution des attaques aujourd'hui, la polémique est réelle et elle a eu lieu aussi au cœur de la population malienne. S'agissant de la situation sécuritaire, une reprise des violences dans la zone des 3 frontières a été notée ces derniers mois, indique El Gassim Wan, l'émissaire de l'ONU pour le Mali. Il rappelle que le statu quo actuel entrave la paix et prive les populations locales des dividendes de la paix auxquels elles aspirent. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire est simple. Il s'agit de rassembler les Maliens autour d'un projet commun. Il s'agit de mettre fin à ces querelles de clochers qu'il ne faut pas avancer le pays aujourd'hui. Au-delà de ça, il faut qu'il y a des discussions avec la CEDEAO. On espère que ça va avancer vite et que nous puissions trouver un calendrier consensuel. Selon l'émissaire de l'ONU pour le Mali, le mois de mars a été particulièrement meurtrier pour les civils avec la multiplication d'attaques de groupes terroristes dans certaines localités du pays. D'ailleurs, l'armée malienne est accusée d'un massacre de plus de 300 personnes à Moura, un village du centre du pays qui a fait l'objet entre le 23 et le 31 mars d'une vaste opération militaire. Également dans l'actualité, les autorités tunisiennes ont annoncé samedi 9 avril avoir retrouvé les corps de 13 migrants, dont 6 femmes et leurs enfants. Leur bateau a chaviré en tentant d'effectuer la dangereuse traversée maritime vers l'Italie, a déclaré samedi Mourad Turki, porte-parole du tribunal du port méditerranéen de Sfax. Selon ce dernier, les migrants étaient tous originaires d'Afrique subsaharienne et étaient partis à bord de 2 embarcations. Les sauveteurs ont sorti 37 migrants des eaux vendredi et samedi, mais une douzaine d'autres sont restés portés disparus. Les opportunités qu'offre la ZLECAf au cœur d'un programme porté par le Club de développement de l'Afrique du groupe marocain Attijari Wafa Bank et SCB Cameroun. Lancé fin mars, le programme Soufawe Stand Up for Women Entrepreneurs entend accompagner les femmes entrepreneurs en zone CEMAC. Objectif, leur garantir un accès au réseau et corridors d'affaires et d'informations fiabilisés qui leur permettront de vraiment tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Roberto Bokpe. La zone de libre-échange continentale africaine, malgré son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, n'a pas encore été assimilée par toutes les strates qui font l'économie du continent. Si les décideurs au niveau des États semblent cerner tous ses contours ou presque, ce n'est pas encore le cas des femmes, actrices des très petites entreprises, très importantes dans la stratégie du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Quand vous discutez avec une entreprise qui gère sa PME ou qui gère sa réalité quotidienne, il est difficile de pouvoir trouver chez elle les langages du business traduits par rapport aux bénéfices qu'apporte cette zone de libre-échange. Dans sa démarche pour inscrire ses partenaires dans la réalité de la zone de libre-échange continentale africaine, le Club Afrique Développement opte pour la pédagogie. L'idée est d'amener progressivement différents acteurs à assimiler les codes de cet instrument qui promet de gros avantages à travers les échanges intra-africains. Aujourd'hui, en revanche, notre responsabilité est de mettre et de ramener et de rappeler ce qu'apporte cette zone de libre-échange au niveau des entreprises pour les pousser à emprunter les corridors qui sont ouverts aujourd'hui pour pouvoir booster le business intra-africain. Donc les analystes et les dispositions prises indiquent que ça sera vraiment ça sera majeur en termes de conséquences, mais non, nous n'en sommes qu'au début. En développant des chaînes de valeur régionales, à l'exemple de l'automobile, l'agro-industrie, la pharmacie, il y a de quoi tirer parti de ce marché d'1,3 milliard d'habitants avec un PIB combiné à ce jour d'environ 3,4 000 milliards de dollars. Les femmes entrepreneurs comptent y apporter leur part et tirer les avantages qui en découleront.
L'agro-industrie serait l'avenir du développement en Afrique. C'est du moins ce que pensent de nombreux experts. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est également une idée qui est partagée. L'agro-industrie était d'ailleurs un segment important de la première mission économique de la francophonie en Asie du Sud-Est, en mars dernier. Les opérateurs économiques africains du secteur qui y ont pris part ont pu bénéficier de multiples opportunités. Reportage signé Viviane Baoken et Robert Tobokbe. En 2017, la production annuelle du lac Tanganyika était estimée à 20 000 tonnes de poissons pour un potentiel estimé à 450 000 tonnes de poissons par an. Des statistiques qui démontrent que les eaux de la République démocratique du Congo sont sous-exploitées. C'est donc pour répondre à cette problématique que Jean Makambo, opérateur économique dans le domaine de l'agro-industrie, a tiré profit des missions économiques de la francophonie en mars 2022. En prospection pour l'acquisition des bateaux de pêche, il s'en sort confiant. Les poissons pourrissent sur l'eau congolaise. On se réveille le matin, on voit les poissons. Un poisson décède comme ça et puis parce qu'il n'est pas exploité. Or, il y a des familles qui y ont besoin de ces poissons-là. La raison pour laquelle nous voulons faire ce qu'on appelle l'aquaculture, c'est-à-dire pêche maritime. Nous allons exploiter l'eau congolaise à travers des lacs, comme j'avais dit tout à l'heure là, à travers le fleuve Congo et aussi la ligne partie de l'océan. Pour rester dans le sillage des retombées des missions économiques de la francophonie, la Fédération ghanéenne du café, présente au travers de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, est allée chercher des solutions techniques pour la production et la transformation à l'échelle industrielle de ces cafés Robusta. Le Vietnam est le leader dans la culture de café Robusta et pendant les rencontres B2B, j'ai pu m'entretenir avec des acteurs de mon choix ainsi que d'autres qui ont remarqué la présence du Ghana. Nous essayons de construire des partenariats qui nous permettront d'apprendre de l'expérience du Vietnam dans la culture du café Robusta. Nous envisageons aussi de promouvoir les exportations de café du Ghana vers le Vietnam ou encore le Cambodge. Il existe des personnes intéressées par ce type d'échange. Après les missions économiques et commerciales de la francophonie de mars 2022, place à celle de juillet au Gabon et au Rwanda, des pays qui ont en partage la volonté d'accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers. La FIFA donnera-t-elle raison à la Fédération algérienne de football? Celle-ci a déposé un recours auprès de l'instance du football mondial suite à la défaite de l'Algérie face au Cameroun lors du dernier tour des barrages du mondial Qatar 2022. La FIFA étudiera le recours le 21 avril prochain. Le dossier avec José Douglas. Sharafeddine Amara, le président démissionnaire de la Fédération algérienne de football, a prévenu d'emblée en déclarant « Les chances de rejouer le match sont faibles. Il ne faut pas vendre des illusions aux supporters algériens. » Une défaite de 2-1 en faveur du Cameroun qui a su patienter jusqu'à la dernière minute où Islam Slimani, pour gagner du temps et permettre au Fennec d'arracher la qualification, est resté couché sur le gazon pour simuler une blessure. Les supporters des Fennec ont critiqué l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama en pointant du doigt plusieurs décisions du référé. Ils prient pour rejouer ce match et certains ont en mémoire 2017 où la FIFA avait fait rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal disputé le 12 novembre 2016 et remporté par les Bafana 2-1 pour une situation presque similaire. Cette affaire a pris de l'ampleur et un supporter des Fennec n'a pas hésité lors de la cérémonie du tirage au sort du mondial de s'en prendre à Samuel Eto'o et Rigobert Song, accusant le Cameroun d'avoir triché pour se qualifier. D'autres supporters parlent de sorcellerie et d'autres demandent d'arrêter de vous ridiculiser. On a perdu, c'est tout. Ça fait mal, mais il faut arrêter là. Le 21 avril, la FIFA examinera le dossier et rendra son verdict. Les Lions restent, quant à eux, très sereins. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.